J'ai commencé à me renseigner sur la géo-ingénierie d'une manière très personnelle. J'ai décidé de quitter Washington en 1998. J'ai acheté une petite propriété dans une communauté agricole du Tennessee. Et j'avais toujours des affaires à Washington. Et donc, je faisais des allers-retours entre le Tennessee et Washington. Mais je le faisais aussi à travers le pays, pour créer des réseaux avec une variété de gens qui essayaient de comprendre ce qui se passait dans l'économie. Et alors que je conduisais, j'ai vu l'étendue. Littéralement, vous aviez des avions qui s'entrecroisaient dans des schémas très inhabituels, supportant l'idée qu'ils volaient dans les deux sens, et vous obtenez cette tapisserie d'entrecroisement qui restait suspendue dans le ciel pendant un long moment. En tant qu'investisseur, vous le gardez dans votre esprit, vous savez, OK, nous avons deux avions au-dessus de ce comté, qui font tant d'heures de vol et pulvérisent tant de matière. C'est très cher tout ça. Qui paie pour ça? Et je faisais beaucoup de recherches à l'époque sur une grande quantité d'argent qui disparaissait du gouvernement fédéral de manière occulte. D'une part, vous avez tout cet argent qui disparaît, et d'autre part, vous avez ce fantastique programme très coûteux. Les opérations d'ingénierie climatique en cours doivent être considérées comme un nouveau projet Manhattan à une échelle presque inconcevable. Les gouvernements partout sur la Terre participent activement ou passivement à la folie de l'ingénierie climatique actuelle. Tout ça pour leurs propres raisons, dans le but de maintenir le statu quo jusqu'à la toute dernière minute. La géo-ingénierie existe, elle existe depuis longtemps et elle n'est pas nouvelle, et vos impôts le financent. Je m'appelle Christine Megan Edwards. Je suis un vétéran de l'US Air Force. J'ai servi 9 ans en service actif dans le domaine de l'ingénierie bio-environnementale. Après ma démission en bons termes, j'ai travaillé pour l'administration de la santé des vétérans en tant qu'hygiéniste industriel et spécialiste de l'environnement. En tant qu'hygiéniste industriel, mon travail consistait à protéger les gens de choses telles que les métaux lourds, cancérigènes et les matières dangereuses. Et à travers cela, tous les articles qui arrivaient sur les lieux de travail étaient approuvés par le formulaire 3952 de l'armée de l'air, ce qui signifie une acquisition de matières dangereuses. Donc pour qu'un produit chimique puisse être amené sur la base, il devait être lié à une tâche spécifique. Si du personnel peignait des avions, nous savions où cette peinture allait et à quoi elle était utilisée, et tout ceci au nom de la responsabilité. Donc quand vous commencez à trouver des composants entrant dans la base que l'on essaie de retirer de celle-ci et de les éliminer par différents procédés industriels, c'était un signal d'alarme pour moi et cela m'a poussé à faire mes propres recherches. Je me suis souvent demandé, vu le nombre important de personnes de toutes les branches de l'armée qui travaillent dans un centre de recherche, pourquoi ils ne se manifestaient pas. Je pense que beaucoup de gens ne font pas le lien entre les deux. Je n'aurais jamais compris pourquoi ces composants étaient amenés sur la base si je n'avais pas entendu parler de la géo-ingénierie. Donc souvent, je pense que les gens soutiennent une opération, mais n'ont pas vraiment vu l'information extérieure pour comprendre pourquoi cela se passe et réaliser à quel point l'argent des contribuables est dépensé dans des opérations militaires, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre, et pour constater l'énorme coût pour soi-disant réduire les risques qui affectent la santé humaine et l'environnement. C'est une contradiction totale avec le fait que l'ingénierie géopolitique utilise des exemptions en temps de guerre pour ne pas être citée par le PA. C'est un énorme gaspillage, c'est une fraude et un gaspillage de la part du gouvernement américain. Et le fait que cela soit autorisé à continuer est pour moi incroyable. Je pense que c'est l'une des choses les plus dangereuses et diaboliques qui nous soit jamais arrivée. La chose la plus dangereuse à part un cataclysme nucléaire. Donc je le prends très au sérieux. Et nous ferons tout ce que nous pourrons pour essayer d'exposer le problème et d'encourager les gens à faire de même. Quand j'étais jeune, j'étais un grand fan de Kurt Vonnegut. Il a écrit des œuvres remarquables. Et j'ai appris plus tard que la plupart de la matière de ses œuvres provenait du travail de son frère Bernard Vonnegut, qui était un scientifique à General Electric sous la direction d'Irving Langmuir, le scientifique en chef. Ce travail était axé sur la production de cristaux de glace à température élevée en utilisant un composé appelé iodure d'argent. J'aimerais vous emmener dans le laboratoire et vous montrer quelques-unes des expériences qui nous ont conduites à mener des expériences en plein air et à la transformation des nuages en neige. Voici quelques-unes des photos que j'ai prises, qui ont été produites dans le laboratoire. Voici une photo du premier nuage que nous avons ensemencé en novembre dernier, en mettant de la glace sèche provenant d'un petit distributeur placé sous l'avion. Dans de nombreuses conditions, bien sûr, de fortes tempêtes de neige seront générées de cette manière. La nature a enfin permis de faire quelque chose pour le temps. Les scientifiques ont travaillé sur ce projet dans les années 40, 50 et 60.
un projet qu'il était probablement prévu de déployer aujourd'hui. Les recherches faites par Vonnegut et Langmuir ont coïncidé avec des changements dans notre ciel. Alors que ces programmes, ou du moins ce type de recherche, ont augmenté, les cieux ont commencé à changer. Ma première observation réelle de ces changements et ma première prise de conscience ont eu lieu quand j'ai élevé les yeux et que j'ai vu dans le ciel ces traînées blanches en train d'être tracées par les avions et qui se développaient en couches confluentes qui dérivaient sur des centaines de kilomètres tout en changeant le climat, la température, l'intensité de la lumière ainsi que sa qualité. C'était amusant de constater qu'il n'y avait pas beaucoup de littérature publiée sur ce sujet. Il y avait eu quelques rapports gouvernementaux dans lesquels j'avais creusé. Il y avait des preuves que ce type de recherche était menée. Et en fait, il y avait eu une présentation où Dan Wigington a posé des questions sur les matériaux qu'ils ont utilisés et leur rôle possible dans les programmes de modification du temps. Les études sur la qualité de l'air, y compris celles provenant du CARB California Air Quality Resource Board, ont nommé les particules de taille inférieure à 1 micron comme étant particulièrement nocives pour la respiration humaine. À travers toutes les discussions aujourd'hui, je n'ai entendu aucune mention de ces retombées, et cela a-t-il été étudié, ainsi que les effets d'un métal très réactif comme l'aluminium sur la toxicité du sol et des eaux? La question est de savoir quels seraient les effets de ces matériaux sur la santé humaine s'ils tombaient en poussière de petites particules d'aluminium. Dans notre modèle quantique, nous avons regardé combien de particules supplémentaires, de pluie acide supplémentaires vous obtiendrez à partir du soufre provenant de la stratosphère. Si on le faisait à un taux de 5 mégatonnes par an ou 10 mégatonnes par an de sulfate, et il s'est avéré que cette quantité est bien plus petite que ce que les humains mettent dans la troposphère sur une base annuelle, en brûlant des combustibles fossiles comme sous-produits, et même dans les eaux vierges, le sol aurait une capacité différente et ce ne serait pas nuisible. Donc les collaborateurs de mon travail sur les aérosols se sont concentrés sur les impacts sur la santé humaine. Et bien que nous ne l'ayons pas encore publié, la toute première chose que nous avons fait a été d'établir un ordre de grandeur sur du papier à dessin, mais avec un expert des impacts sur la santé, pour savoir si cela pouvait être un problème. Et la réponse est non. Le volume de particules est si minuscule par rapport aux charges sur la santé humaine. Et il y a d'autres choses qui m'inquiètent beaucoup, comme la pluie de particules. Si nous avons une troposphère où elles peuvent affecter les nuages élevés avec de l'aluminium ou d'autres particules, et il y a beaucoup d'éléments toxiques que l'on peut examiner sérieusement, mais si l'on ne pense qu'au nombre de particules et à l'énorme quantité d'émissions, on ne peut pas s'empêcher de s'inquiéter de l'impact sur la santé humaine avec ces petites particules. Et la réponse, mais nous ne l'avons pas publiée, est que c'est la première chose que nous avons examinée avec quelques-uns des plus grands experts en recherche épidémiologique concernant les impacts sur la santé humaine. Et c'est loin d'être le cas. Donc utiliser 10 mégatonnes d'aluminium déversé dans l'atmosphère ne provoque pas d'impact sur la santé humaine? Alors laissez-moi être plus prudent ici. Nous devons séparer la toxicologie sur l'aluminium. Nous venons juste de commencer à faire des recherches et à les publier. Maintenant, la question que je posais était purement sur les membranes des particules. Ce que nous avons fait, c'est de regarder les estimations globales, et nous avons maintenant une estimation globale des aérosols fabriqués à des fins épidémiologiques et de leur charge globale dans l'atmosphère, ceci en termes d'impact sur la santé. Et on postule ici que si on en rajoute avec les aérosols, ça ne pourrait avoir aucun impact, et la réponse est que ce n'était pas pertinent, c'était juste un nombre de particules amusant. Nous n'avons rien fait de sérieux sur ce sujet pour produire une réponse éclairée. Par conséquent, il pourrait y avoir quelque chose de terrible que nous trouvons demain. Donc, après avoir vu cette vidéo, j'ai contacté Dane et j'ai commencé à lui poser des questions parce que j'étais intéressé par ce qu'il savait déjà. Il était très ouvert sur tout ce qu'il savait. J'ai réalisé qu'il avait publié beaucoup d'informations en ligne et j'ai commencé à les lire attentivement. Et j'ai trouvé qu'il creusait des sujets pour lesquels il y avait un manque de preuves scientifiques. Et c'est là que j'ai commencé à m'y intéresser et à y contribuer de quelque manière que ce soit. J'ai ensuite travaillé avec Dan et
Grâce aux contributeurs, que je remercie vivement, j'ai pu faire un certain nombre de vols où nous avons pu échantillonner à travers ces traînées de condensation ou ces couches confluentes qui avaient été mises en place plus tôt dans la journée. Donc la première mission d'échantillonnage a commencé à l'aéroport international de Baltimore, Washington. L'Université du Maryland possède un Cessna bimoteur qui est un laboratoire volant. Il est équipé d'une buse d'échantillonnage à l'avant qui collecte des échantillons d'air avant tout contact avec l'avion, les moteurs ou tout ce qui se trouve derrière. Ces échantillons sont ensuite prélevés dans un tube qui passe à travers une cassette de filtres. Et ces filtres sont des filtres en fibre de verre qui sont des filtres à pores assez larges qui capturent efficacement la pollution du sol, donc les particules ayant une taille de 2,5 microns. Et ils ont fait un très bon travail, mais ce n'est pas vraiment l'équipement adéquat pour complètement évaluer le nombre de particules qui pourraient être plus petites que ça. Et on parle de particules de 10 à 100 fois plus petites que les particules de PM 2,5. Mais ils en capturent certaines. Et nous avons volé dans une zone de contrôle aérien. Et nous avons fait de grands cercles pour essayer de prendre de l'altitude, mais les tours de contrôle ne nous permettaient pas d'atteindre l'altitude nécessaire. Ils veulent que vous restiez dans cette zone. Le deuxième vol que nous avons effectué est parti de Baltimore, Washington, jusqu'à l'aéroport international d'Albany. Ok, nous sommes en phase pré-vol ici. Ce matin, nous avons observé les émissions de plusieurs avions à haute altitude, volant entre 25 et 40 000 pieds. Et les traces laissées par ces avions se sont étendues en une couche confluente. Et l'angle faible du Soleil, le matin, nous a permis d'observer les effets de polarisation de la lumière en utilisant de simples lentilles polarisantes. Et nous pouvions voir ces évidents schémas qui étaient tracés dans le ciel. Nous avons été très reconnaissants d'avoir eu l'opportunité de pouvoir observer ces matériaux et de pouvoir échantillonner la couche nuageuse. Nous avions l'intention de faire une mission d'échantillonnage de point à point, où nous pourrions atteindre des altitudes approchant les 20 000 pieds. Malheureusement, lors de notre vol de Baltimore, Washington à Albany, la couche que nous avons observée était à 27 000 pieds. Et je pense que nous sommes allés jusqu'à environ 23 000 pieds, peut-être, et donc nous sommes en dessous de la couche confluente que nous avons observée. Nous avons atterri, déjeuné et fait le plein de carburant. Nous avons deux échantillons de contrôle vierge, l'un a été prélevé avant le vol, l'autre après. Nous devrions avoir à nouveau deux échantillons aveugles, et en fait, trois échantillons, l'un pendant la montée, l'autre pendant le vol en palier, puis une légère montée de 17 000 à 21 000, puis on change de filtre et on prend un autre échantillon, un troisième en descendant. Et ensuite, sur la mission de retour, nous avons remarqué que cette couche de nuages était descendue de 25 ou 27 000 pieds à environ 17 000 pieds. Donc nous pouvions facilement l'atteindre. Et nous avons prélevé des échantillons sous la couche nuageuse. Et je dis nuageuse, je veux dire une couche induite. Nous avons échantillonné à travers cette couche confluente et au-dessus d'elle. Le principe de base de l'ingénierie climatique consiste à saturer l'atmosphère de substances conductrices d'électricité, des particules de diffusion de la lumière et des polymères comme l'aluminium, le barium, le strontium et le manganèse. Ces particules sont ensuite manipulées par des transmissions de radiofréquences micro-ondes extraordinairement puissantes, qui peuvent chauffer les couches supérieures de l'atmosphère comme l'ionosphère, et qui sont utilisées pour créer des zones de pression qui orientent les courants de vent de niveau supérieur, ce qui impacte ensuite les systèmes météorologiques. Ces particules, lorsqu'elles sont manipulées avec ces fréquences, peuvent littéralement déplacer des masses d'air. C'est une partie intégrante de l'ingénierie climatique qui n'est pas connue ou reconnue par beaucoup de personnes. Les transmissions par radiofréquences en micro-ondes sont extraordinairement puissantes et dangereuses. Les champs électromagnétiques sont des sources d'énergie et elles vont interagir
avec l'humidité de l'air, ou celle de notre corps, ou quoi que ce soit de ce genre. Et il n'est donc pas du tout surprenant de trouver un certain mouvement en relation avec l'exposition de la météo aux champs électromagnétiques. Quand vous avez des choses comme HAARP qui peut envoyer des ondes électromagnétiques dans la colonne d'air, si vous envoyez des fréquences plus basses, vous pouvez calmer et refroidir, ou vous pouvez exciter et réchauffer. Donc, il y a un contrôle complet de la température dans l'environnement. En 1985, Bernard Eastland a déposé des brevets. Beaucoup affirment que ces brevets sont devenus le plan directeur de HAARP, un programme de recherche sur les aurores actives à haute fréquence. HAARP est une grande antenne par laquelle nous envoyons l'énergie de la radiofréquence dans la haute atmosphère. Ces applications, mentionnées dans les brevets, sont la destruction de missiles, le contrôle et la perturbation des communications. Il y avait d'autres idées pour éventuellement modifier la météo. Ce que nous pouvons faire avec une antenne est de changer la partie du ciel dans laquelle on insère l'énergie. Les antennes combinées de HAARP génèrent une énergie concentrée de milliards de watts qui pénètre la basse ionosphère et interagit avec les courants de l'électrojet auroral. Dans certaines applications, les militaires reconnaissent qu'ils peuvent littéralement soulever la ionosphère. Et ce qu'ils disent, c'est que ce n'est pas un problème, c'est une courte période de temps. Mais, cependant, quand vous soulevez l'ionosphère, la basse atmosphère s'engouffre dans le vide et le remplit, ce qui modifie les modèles météorologiques localisés. Et à sa plus grande puissance suggérée, si vous le propulsiez pendant 1h30, cela équivaudrait à l'énergie d'une bombe à hydrogène. Cette installation HAARP n'est qu'une seule sur des centaines réparties sur la Terre entière. Vous pouvez créer des dômes de haute pression dans l'hémisphère nord, ce qui crée une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, tout comme la poulie, qui leur permet de diriger les vents de niveau supérieur dans presque toutes les configurations qu'ils souhaitent. Donc les zones qui se trouvent sous ce dôme de haute pression grillent. Elles grillent. Regardez cette sorte de bulle. Cela n'est-il pas un indice? C'est un dôme de haute pression stationné au-dessus de nos têtes et qui fait en sorte que rien ne puisse s'écouler. Vous n'auriez jamais vu cela d'un point de vue météorologique il y a 20 ans, jamais. Quand vous avez deux choses qui ont le même mécanisme d'action, on s'attendrait à ce que leurs effets soient additifs ou plus qu'additifs, c'est-à-dire synergiques. Nous parlons de modèles météorologiques. Vous avez du brouillard, des gouttelettes d'eau, vous avez de l'eau dans l'air. Lorsque ces gouttelettes d'eau sont irradiées par des micro-ondes, elles font la même chose que dans notre corps. Elles génèrent des espèces réactives à l'oxygène. Et quand les nanoparticules sont dans cette eau, elles vont faire la même chose à nouveau. Donc, au minimum, on pourrait s'attendre à ce que ces effets soient additifs, avec la possibilité qu'ils soient plus qu'additifs. Et si les fréquences font ça aux particules, qu'est-ce que cela provoque en nous? Quel est l'impact sur l'architecture de la vie, étant donné que tout ce qui est vivant contient de l'eau, sous une forme ou sous une autre? Que nous arrive-t-il? Et regardez ce qui arrive à un flux d'eau lorsqu'il est exposé à des fréquences élevées. Difficile à croire, et quand vous y ajoutez des particules, l'effet est encore plus profond. Il y a un émetteur de radiofréquence qui, en se basant sur la direction de transmission du signal, isole les précipitations et bloque toute une partie de celle-ci. Il s'agit de l'un de ces émetteurs de radiofréquences qui sont mis en place partout dans le pays, partout dans le monde, ou partout où le réseau électrique le permet. À nouveau, on voit ici l'émission de radiofréquence sculptant un angle de 90 degrés. C'est l'effet global, complètement artificiel. Il n'y a pas un météorologue qui ne sache pas ce qui se passe. Aucune chance. Beaucoup posent cette question. Les cyclones, les ouragans peuvent-ils être manipulés? La réponse courte est oui. Le projet Cyrus. L'armée américaine a été engagée dans des programmes de manipulation d'ouragans depuis au moins 1947.
Et ces programmes ont été en cours depuis lors. Bien que l'armée américaine le nie, elle prétend avoir arrêté ses recherches. C'est un mensonge flagrant. GeoengineeringWatch.org a capturé des séquences filmées de transmission de fréquences radio, utilisées pour manipuler les particules atmosphériques pulvérisées par les opérations d'ingénierie climatique, afin d'orienter et de diriger les ouragans. Ils peuvent être manipulés à un degré que peu peuvent comprendre. Nous avons des images satellites de la NASA, disponibles sur le site, qui montre une extraordinaire manipulation de l'atmosphère au large de la côte ouest de l'Afrique, d'où proviennent les cyclones du bassin atlantique. Et il n'y a pas de théorie, il n'y a pas d'hypothèse, il n'y a pas de conjecture, la manipulation des cyclones est absolument positivement en cours. Une part de cette technologie est en fait issue du programme furtif. Le programme furtif était l'idée d'essayer de réduire la quantité d'énergie radar réfléchie par un avion. On pouvait mettre des particules de métal dans la peinture elle-même. Ces particules absorbaient alors cette énergie. Mais si vous mettiez ces particules dans l'air et que vous diffusiez un signal qui est accordé sur la fréquence exacte qui correspond à leur taille, et c'est la clé. Toutes ces particules sont de tailles identiques. Elles répondent à une fréquence spécifique. Et quand vous transmettez cette fréquence, vous pouvez faire chauffer toutes ces particules. Et si cette masse d'air contient de l'humidité, n'importe quel type d'humidité, elle s'élève et se dilate, et c'est ainsi que vous pouvez générer un système météorologique. Un aspect essentiel de l'ingénierie climatique est la capacité de l'ingénieur du climat de fabriquer un temps d'hiver avec des processus brevetés de nucléation chimique de la glace pour la modification du temps. En faisant cela, ils peuvent voir l'humidité des nuages, avec ce que l'on appelle des éléments en réaction endothermique, qui absorbent l'énergie et créent une couche d'air dense et froide, qui descend à la surface de la Terre. Une couche froide peu épaisse, peut-être de quelques centaines de pieds d'épaisseur, qui crée l'illusion d'un temps hivernal, sur une Terre en état d'urgence. Donc les températures de surface sont en fait très froides, parfois incroyablement froides, mais cela reste une couche peu profonde. Il s'agit de fabriquer des événements météorologiques hivernaux qui sont ensuite montés en épingle par les grands médias, divisant la population et la rendant perplexe quant au véritable état de notre Terre et à ses réelles températures. Ils se sont souvent concentrés sur des régions particulières, comme en 2014 à Boston, sur la côte est des États-Unis, en créant tempête de neige après tempête de neige après tempête de neige, avec de l'humidité nucléée chimiquement, accompagnée de titres sensationnels sur cet événement. 100 millions d'Américains ont été touchés par une tempête d'hiver comprenant à peu près tout l'arsenal météorologique, et en convainquant une grande partie de la population qu'il n'y avait rien d'anormal avec le climat. Il y avait en fait des records de froid dans certains endroits, et donc dans d'autres endroits il y avait une chaleur record même pendant les mois d'hiver. Les gens ont tendance à ignorer cela. Ainsi, le réchauffement terrestre devient un événement incontrôlable. Les éléments chimiques de nucléation de la glace qui ont été injectés dans l'humidité des nuages atteignent la surface avant la congélation, ce qui explique que les pluies gelées et les tempêtes de glace deviennent de plus en plus la norme. Combien de personnes connaissent les boules de glace qui apparaissent sur les rives du lac Michigan, recouvrant les plages et pesant souvent 75 livres ou plus, et se produisant parfois dans de l'eau à plus de 40 degrés Fahrenheit? Comment cela peut-il se produire? Grâce à la nucléation chimique de la glace. Ce n'est rien de moins qu'une guerre météorologique hivernale avec des accumulations de glace destructives provenant de cette nucléation chimique, de l'encensement des nuages produisant de la neige dangereusement glissante et gelée. Les matériaux qui contiennent des tensioactifs sont utilisés dans des opérations d'ingénierie climatique de nucléation chimique de la glace et d'encensement des nuages afin de réduire la coagulation des particules, c'est-à-dire d'empêcher les éléments du génie climatique de se coller ensemble et de former des particules plus grosses qui descendraient plus vite vers la planète, ce qui ne serait pas favorable au scénario de guerre hivernale. La cryosphère, c'est-à-dire les dépôts de glace de la Terre, fond à un rythme qui est sans précédent dans le passé géologique. La véritable magnitude de la fonte terrestre a été masquée par des falsifications statistiques. Les ingénieurs climatiques ont tenté de cacher ce fait aux populations afin de masquer la véritable gravité de l'effondrement polaire. Les ingénieurs du climat ont utilisé des méthodes de nucléation de la glace à la surface de la mer. L'effet de ces opérations peut être facilement distingué sur les images satellites. Le paradoxe avec la nucléation de la glace à la surface de la mer est le suivant. Les ingénieurs climatiques mettent en fait un couvercle ou un capuchon sur des océans déjà trop chauds pour que la nucléation naturelle de la glace puisse se produire. Ce faisant, ils scellent concrètement la chaleur dans les océans, augmentant ainsi le réchauffement global de la Terre.
Voici un autre grand spécimen de chêne noir. C'est la mi-février. Il a déjà ses feuilles. Il a 2 mois d'avance sur le moment où il devrait avoir ses feuilles. Les feuilles de l'automne dernier sont restées dans les arbres et, à la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre, quand il y a une certaine série de pluies, et c'est ce qu'on a vu ces 4 dernières années, toutes les feuilles des arbres à feuilles caduques sont mortes, mais restent accrochées à celui-ci, comme vous le voyez, plus bas, sur cet arbre. Il nous paraît qu'une sorte de défoliant est utilisé dans le mélange de pulvérisation de l'aérosol, et nous savons que les producteurs de fruits ont utilisé ce type de méthode pour mettre leur verger en dormance pendant des années, parce que les températures ont progressivement augmenté. Les défoliants enlèvent progressivement le feuillage ou les feuilles de la plante. Une semaine après la pulvérisation du défoliant, les plantes deviennent sèches et presque sans feuilles. La défoliation est une manœuvre destinée à éplucher les feuilles des plantes qui servent de couverture aux Viet Cong qui tentent des embuscades aux convois de ravitaillement et au mouvement des troupes alliées. La décomposition de la litière du sol forestier, c'est-à-dire des matériaux organiques qui le composent, les feuilles, les aiguilles de pin, les brindilles et le bois, est aujourd'hui presque inexistante. Le microbiome du sol a été dévasté. Les systèmes racinaires des arbres et de la flore forestière sont en train de mourir, tout comme les couronnes des arbres. La contamination par le génie climatique ne tue pas seulement les sols, les micro-organismes du sol, mais elle provoque aussi l'arrêt de l'absorption des nutriments par les arbres, ce qui entraîne une mort lente et prolongée de la forêt. À cause de l'effondrement de la couche d'ozone, les radiations UV intenses provoquent la fermeture des stomates, les orifices respiratoires des arbres. Donc les arbres ne respirent pas, ne peuvent pas se nourrir, ils sont simplement en sommeil. La forêt n'a plus l'odeur d'une forêt, parce que les arbres ne respirent plus. Même au printemps et en été, de plus en plus d'arbres n'ont plus de croissance. Ce qu'il reste est un silence stagnant, des forêts sèches, mortes et mourantes, qui ne sont qu'à une étincelle de l'incinération totale. Chaque personne à qui j'ai parlé jusqu'à présent m'a dit qu'elle ne savait pas pourquoi elle faisait ce qu'elle faisait, qu'elle brûlait différemment, qu'elle brûlait de manière plus agressive que par le passé. Et je sais que nous disons ça chaque année, mais c'est sans précédent. Elle brûle dans toutes les directions en même temps. Le plus grand facteur qui crée les conditions de ce type d'incendie sans précédent partout dans le monde, c'est le génie climatique. Pourquoi? Parce que le génie climatique perturbe le cycle hydrologique, c'est-à-dire le cycle des pluies. Le génie climatique détruit la couche d'ozone, ce qui a pour effet de bombarder les forêts de radiations UV incroyablement intenses, les détruisant de haut en bas. Le génie climatique ionise l'atmosphère et la rend plus conductrice d'électricité, ce qui facilite l'apparition d'éclairs plus secs, provoquant encore plus d'incendies. Le génie climatique recouvre le feuillage et le sol des forêts d'une poussière hautement incendiaire, faite de nanoparticules d'aluminium, de polymères, de barium, ce qui augmente encore plus l'inflammabilité de la forêt. Dans toutes les directions possibles et imaginables, le génie climatique est le plus grand facteur de causalité dans l'apparition de ces feux épiques qui dévastent les forêts du monde entier. L'équilibre de notre planète a été complètement rompu et il existe maintenant des boucles de rétroaction qui ont été déclenchées jusqu'à 50 fois. Une fois qu'un domino tombe, ce domino en renverse un autre plus grand et encore un autre plus grand et le processus continue. Et c'est ce qui se produit actuellement sur la Terre. Et nous avons maintenant du méthane qui s'échappe du sol et monte dans l'atmosphère, provenant des dépôts d'hydrates de méthane autrefois gelés, partout sur la Terre, dans la toundra sibérienne et sur le fond de la mer Arctique. Rien n'y échappe, et cela s'élève dans l'atmosphère, recouvrant la Terre comme une couche de verre. Le méthane, sur un horizon de 10 ans, est de 100 à 120 fois plus puissant que le CO2 comme gaz à effet de serre. Il y a assez de méthane dans ces dépôts pour transformer notre Terre en Vénus plusieurs fois, et il est libéré en ce moment, dans l'ingénierie climatique, pour tenter de masquer ce qui se passe, ce qui est en fait alimenter davantage de processus. L'ingénierie climatique modifie les niveaux supérieurs de l'atmosphère, qui à leur tour modifie les courants océaniques. Nous avons maintenant de l'eau chaude qui est pompée dans l'Arctique à des endroits où elle ne devrait pas l'être, provoquant des explosions massives de méthane qui doivent être vues pour être crues. Elles peuvent être vues lorsqu'elles se produisent sur les zones terrestres comme la toundra sibérienne, des cratères massifs qui ressemblent à ceux d'une guerre nucléaire massive. La question que les gens devraient se poser est la suivante. Si cela se produit, pourquoi personne n'en parle?
Selon les classifications de sécurité qui peuvent être attribuées à un programme, celui-ci peut être contenu dans une veine étroite et garder la transparence totalement à l'écart. Absolument. Et il peut en être de même avec les contractants et les sous-traitants qui travaillent sur le même programme. C'est ce à quoi il faut s'attendre. N'importe quel entrepreneur qui s'occupe d'un programme classifié sera aussi compartimenté que le bureau du programme gouvernemental lui-même. C'est l'objectif. Les règles de base sont les mêmes. En fait, vous ne pouvez même pas ramener cela à la maison et en parler avec votre famille, vos amis ou d'autres personnes qui ne sont pas également autorisées à participer à ce programme spécifique, quel qu'il soit. Vous devez uniquement savoir ce que vous avez besoin de savoir. Et donc il suppose que la plupart des gens n'ont pas besoin de savoir quoi que ce soit, et que les autres ne doivent en savoir qu'un peu, à l'exception des personnes qui tirent les ficelles.